L'absence de nature pose des problèmes, y compris à l'agriculture. Les Indiens jardinaient la forêt. Et ils jardinaient la forêt, ils avaient une technique que j'ai pu observer, qu'on appelle les APT. J'ai laissé le bateau en Amazonie et je me suis installé en France, je me suis posé en France. L'idée de couper des haies, ça a été la plus grosse catacombe, la plus grosse erreur qu'à mon avis on ait fait dans l'agriculture en France. Le bouleau, c'est un arbre pionnier qui se décompose vite, qui accueille très vite les mycorhizes, les champignons. Et donc de fait, il a créé comme ça un réseau de champignons. Si tu as du maraîchage très près de tes arbres fruitiers, et que tu arroses très souvent, les arbres ils vont devenir fainéants. Si tu rajoutes de la biodiversité sur un milieu agricole, tu lui recrées de la résilience, quoi. Et si tu crées de la résilience, ça veut dire qu'à terme, oui, il y aura moins. Au départ, il y a plus d'entretien, mais à terme, tu auras moins d'entretien. Je suis Jean-Philippe Baudouésy. J'ai passé 35 ans dans la conservation de la nature. J'ai commencé à 15 ans à la SPA et puis après je suis rentré dans des organisations non gouvernementales du type la Fédération des jeunes pour la nature où j'ai fait mes classes et ensuite l'UICN, le WWF, Europe Conservation, voilà, des organisations qui avaient pour mission de conserver les espèces et les milieux naturels. On avait à l'époque été formé par le groupe Paul-Émile Victor, qui était le groupe qui comprenait Cousteau, enfin le commandant Cousteau, Alain Bombard, Haroun Tazieff, et ces gens-là, dans les années 80, avaient soulevé déjà toutes les questions qui nous occupent aujourd'hui sur l'érosion de la biodiversité, sur les ressources marines, sur également le climat. Bon. Et donc on avait une approche qui était de dire il faut absolument conserver les espèces animales et les espèces végétales aussi bien sûr, et les milieux naturels. Et donc ça m'a occupé pendant 35 ans, avec deux spots particuliers qui étaient moi, qui correspondaient à mes goûts, qui étaient les cétacés en Méditerranée et l'Amazonie, qui était ma deuxième passion. Et on a commencé, par exemple, je me souviens, par les castors. C'est drôle d'ailleurs parce que maintenant le castor revient à la surface, si on peut dire, de l'eau, puisque Baptiste Morisot parle du castor dans la régulation de l'eau, son rôle dans les écosystèmes. Et le castor avait presque disparu de France, enfin je veux dire, il y en avait encore dans la vallée du Rhône, et j'ai participé d'ailleurs à sa réintroduction sur la Loire. Voilà. Et après, on s'est occupé des loups, du retour du loup en France. Tout le monde, alors ça c'est déjà plus tardif, mais on parlait, beaucoup de gens disaient qu'on avait réintroduit le loup en France, pas du tout. Le loup est revenu en France tout seul, par l'Italie d'ailleurs, et c'est une sous-espèce qui est revenue en France. C'est Canis lupus italicus, qui est plus petit que le loup européen d'Europe centrale, que le loup polonais, puisque c'est là où il y a encore beaucoup de loups. Mais il y a aussi des loups, il y avait aussi des loups en Espagne, et nous on avait plus de loups du tout, jusqu'à son retour dans le Mercantour, dans le parc national du Mercantour, dans les années 90. Et là, nous, on a voulu commencer à montrer que la prédation du loup n'était pas uniquement sur les troupeaux, ce que tout le monde nous disait, mais que le loup avait une alimentation beaucoup plus variée. Il était aussi frugivore. On a travaillé pendant 7 ans sur l'étude des baleines en Méditerranée, parce qu'en fait, tous ces programmes-là se basaient toujours sur quelque chose qu'il fallait démontrer scientifiquement, entre guillemets, l'utilité de ces animaux, ce qui est quand même un comble quelque part. C'est-à-dire que pour que les animaux sauvages aient le droit de vivre, il faut démontrer qu'ils sont scientifiquement utiles à l'homme. Ou alors qu'ils ont une spécificité qui mérite qu'on les protège. Donc là, pour le cas des baleines de Méditerranée, je me souviens bien qu'au début, quand je racontais à des gens qui avaient des baleines en Méditerranée, tout le monde me riait au nez, y compris dans la conservation de la nature. Et on a démontré avec une équipe italienne, l'Institut Tétis, que
les baleines de Méditerranée, donc Balaeneoptera physalus, démontraient que l'ADN de ces baleines était différent de celle de l'Atlantique. Donc on avait une population méditerranéenne et que donc ça valait le coup qu'on s'en occupe vraiment. Et on a, au bout de 7 ans, on a obtenu de créer un sanctuaire pour les baleines en Méditerranée et qui s'appelle Pélagos, qui existe toujours. Malheureusement, dans le même temps où on a obtenu la création de ce sanctuaire, il y a eu tout d'un coup un bond d'activité maritime dans la zone, puisque ça a été ce qu'on appelle l'ouverture du rail de Gênes. Le port de Gênes est devenu une destination très importante sur le plan maritime, et qui a remplacé en partie Fos, d'ailleurs, Fos-sur-Mer. Et donc, tous ces bateaux qui vont vers Gênes passent en partie dans ce sanctuaire et créent un vrombissement permanent dans l'eau. Et ça, déjà, pour les baleines, c'est comme si elles dormaient dans le métro parisien avec un bruit permanent, donc ça les déstabilise énormément. Et on a régulièrement des éperonnages de baleines dû à ce trafic maritime. C'est d'ailleurs un peu le constat sur les dernières décennies, c'est que toutes les avancées qu'on a fait en matière de conservation, finalement, elles sont contrebalancées par une augmentation de l'activité humaine, économique évidemment, mais de toutes les activités. Hein. On peut citer aussi, par exemple, le problème du surtourisme dans les parcs nationaux, qui aussi est un problème. Voilà, donc tout ça fait que la situation des espèces et des milieux, malgré les engagements de nombreuses organisations, et donc l'UICN est toujours d'actualité, hein, c'est le plus gros réseau aujourd'hui d'experts en matière de conservation de la nature, qui est dans tous les pays du monde, mais malgré ça, la situation, il y a un rétrécissement des milieux naturels, c'est une évidence. Et de la biodiversité, on ne va pas voilà, la messe est dite, on le sait tous les jours, ne serait-ce qu'avec la diminution des oiseaux en France, des insectes, etc. Donc voilà, la situation n'est pas très brillante. Le monde agricole s'est beaucoup transformé dans les dernières années, il est en pleine mutation. On est passé du million d'agriculteurs en France. Je veux dire que quand j'étais gamin, il y avait 65% de la population qui était rurale. Aujourd'hui, et donc le 35% à peine qui était citadine. Aujourd'hui, on a en France 80-85% de la population qui est urbaine, citadine, urbaine. Et il reste même pas 35%, 20%, 15-20% de ruraux. Et dans ces ruraux, d'ailleurs, on a des paysans agriculteurs qui sont devenus des exploitants agricoles. C'est dire que dans le même temps, il y a une distanciation du monde agricole avec le milieu naturel, avec la nature, quoi. Mais je pense qu'il faut revenir à plus loin là-dessus. Et que tout dépend aussi des régions. Parce que si on prend l'Italie, par exemple, en Italie, les Italiens vivent avec le loup depuis des générations, puisque tu parles de prédateurs ou tu parles de nuisances, de nuisibles. C'est vrai qu'il y avait cette appellation nuisible qui a continué pendant très longtemps. Et d'ailleurs, dans les années 70-80, Alain Bougrain-Dubourg avait monté une exposition aux Halles à Paris, quand c'était encore les Halles de Eiffel, justement sur qu'est-ce qu'on appelle les nuisibles. Je veux dire, à l'époque, on accrochait les chouettes sur les granges, c'était considéré comme des nuisibles, les serpents étaient considérés comme des nuisibles, enfin tout un tas d'espèces étaient considérées comme nuisibles, tous les mustélidés, tout le renard d'ailleurs aussi, évidemment, parce qu'on focalise sur le loup. Mais en fait, les campagnols sont aussi considérés comme nuisibles voilà. Alors, c'est que nos systèmes agricoles sont devenus... en fait, je dirais que c'est la spécificité de l'agriculture concentrée sur la production de céréales et qui a fait que
beaucoup de ces animaux sont passés à la catégorie nuisible. Mais pour moi, ça vient plutôt de l'origine de cette sédentarisation agricole. Donc et après, il y a eu un glissement, ce qui s'est fait au fur et à mesure, et qui font voilà, par exemple, on sait très bien que la construction enfin, toutes les constructions intellectuelles qu'on a fait sur le loup, sur le fait que le loup mangeait les petits enfants, etc. Voilà, c'est une partie de l'histoire. C'est l'histoire qu'on racontait. C'est pas la réalité. Les traces de morts d'enfants par le loup dans la littérature, on n'en trouve pas beaucoup. Donc et pourtant, qui connaît pas l'histoire de la grand-mère, voilà, Chaperon rouge. Mais c'est un conte. Mais je crois que en fait, c'est que le monde agricole s'est petit à petit dissocié du milieu naturel et a créé un milieu à part. Donc, oui, aujourd'hui, dans la situation actuelle, il y a une espèce d'antagonisme entre le monde agricole et le milieu naturel, alors qui n'existe plus dans les grandes cultures puisqu'il n'y a plus de nature. Donc effectivement, si on va dans la Beauce, par exemple, comme il n'y a plus de nature, il n'y a pratiquement plus de conflit entre les deux, à part quelques petits chevreuils qui se baladent de ci, de là, il n'y a plus de lapins, il n'y a plus de lièvres, Donc, en fait, il y a de moins en moins de monde naturel. Donc, il y a de moins en moins de conflits. Et les endroits, effectivement, il reste que le loup, le lynx et l'ours sont considérés par les éleveurs comme des prédateurs compétiteurs, quoi. Bon. Mais on sait très bien, par exemple, que pour le loup, il y a un certain nombre de mesures qu'on peut prendre, l'utilisation de chiens, il y a des précautions à prendre qui fait que en Espagne, les éleveurs espagnols vivent avec une population qui est de plus de 500 loups, hein, et ça aussi depuis très très longtemps. Les Italiens aussi vivent avec le loup. Donc, il y a plein de possibilités de vivre ensemble. Okay, et maintenant même, on commence on parlait du castor, à se rendre compte que, par exemple, le castor pourrait être extrêmement utile dans la régulation des cours d'eau et à des moments donnés où on a des grandes sécheresses, dans le fait que on peut justement mieux faire pénétrer l'eau en fin de compte avec les barrages à castor, voir le dernier bouquin de Baptiste Morisot sur le fait que le castor est un animal qui pourrait beaucoup favoriser la gestion de l'eau dans le milieu agricole. En fait, moi je pense que, si tu veux, on doit repenser notre relation avec la nature, ça c'est une évidence, et voir plutôt sortir du dogme, c'est-à-dire dire la nature est opposée à la culture, par exemple, et qui est quand même un dogme très français. C'est-à-dire que on a depuis Descartes à peu près, depuis cette époque-là, l'idée que, mais ça peut remonter aussi aux origines de la religion catholique, que la nature est à notre disposition et qu'on doit en profiter, la gérer comme bon nous semble. Sauf qu'en suivant cette logique-là, on est arrivé à un moment donné où l'absence de nature pose des problèmes, y compris à l'agriculture. C'est-à-dire qu'effectivement, l'absence d'oiseaux, l'absence de pollinisateurs, elle a des impacts directs sur l'agriculture. Donc, à un moment donné, il faudrait peut-être se poser la question, mais qu'est-ce que je perds et qu'est-ce que je gagne, quoi, c'est-à-dire, hein, et de voir que, finalement, aujourd'hui, moi, ce que j'observe, c'est qu'une agriculture qui se ferait en bon entendement avec la nature, serait plus profitable à l'homme que l'agriculture qu'on fait aujourd'hui, qui n'est plus pour moi de l'agriculture, parce que la terminologie même de l'agriculture, c'était l'art de cultiver la terre. Et c'est considéré comme un art, c'est-à-dire, et non pas comme ce qu'on fait aujourd'hui, qui est de l'exploitation vraiment du milieu, avec beaucoup d'intrants, avec des coûts énergétiques considérables, et qui est pas durable dans le temps en plus. Ben, les arbres, je dois ça à ma famille, à mes ancêtres, mon grand-père, qui plantait des arbres sur les bords de la Loire, et qui avait fait, au fond, si je regarderais aujourd'hui, je dirais, il avait presque fait un système permacole.
avec ma grand-mère qui s'occupait des légumes et lui des arbres. Sauf que là, on était dans l'approche du verger taille trigème, quoi. Hein. C'était tchac, 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 on taillait, taillait, taillait. On rationalisait énormément les... Mais quand j'étais gamin, je mangeais des fruits toute l'année, quoi. Parce que il les conservait à la cave, mais je veux dire, il avait des variétés hâtives, et des variétés de mi-saison et des variétés tardives, quoi. Et donc, je crois qu'il m'a donné l'amour des arbres. Et puis, quand on est adolescent, bon, je suis parti dans cette histoire de conservation de la nature. Mais un jour, j'ai rencontré, parce que j'ai passé une époque aussi dans le Sahara, et je m'étais intéressé beaucoup au chamanisme, aux peintures rupestres, etc. Bon, c'était un moment de ma vie. Et à un moment donné, j'ai rencontré un chaman, donc un homme médecine Sioux, Lakota, qui avait été invité en France d'ailleurs par une organisation pour l'agriculture biologique, c'était drôle, Nature et Progrès. Et, et ce chaman Lakota, Archie Fayerlemdir, donnait des enseignements, et j'ai retenu d'un de ces enseignements: l'avenir sera aux humains qui planteront des arbres fruitiers. Et ça m'a gravé. Je ne sais pas pourquoi, comment il a fait, mais c'est resté comme un tac. Il y en a qui se tatouent. Moi, j'étais tatoué avec l'idée de planter des arbres fruitiers. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours planté des arbres fruitiers. J'ai replanté les arbres de mon grand-père qui, à force d'avoir vécu sous la taille trigème, avait fini par décaniller. Et puis, j'ai planté des arbres au Brésil. Quand j'allais au Brésil, partout où je pouvais, je plantais des arbres. Mais c'était pas, j'avais pas cette espèce de vision que j'ai aujourd'hui qui était sur l'importance de l'arbre, par exemple, dans les systèmes agricoles. Et ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que dans les années 2000, j'allais repartir en Amazonie, j'avais fait construire un bateau pour faire de l'exploration scientifique en vue de conservation de la nature. Et là-dessus, j'ai retrouvé Anne, qui est ma femme aujourd'hui, et que j'avais connue quand elle nageait avec les dauphins et que moi je m'occupais des baleines. Et alors que j'allais repartir en Amazonie, elle m'a dit: on va prendre une ferme. Et en plus, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Et la ferme, c'était un rêve de mes 18 ans. Et là, je me suis dit, bon, j'avais déjà 4 filles, que j'avais un peu laissées à cause de toutes des pérégrinations, et je me suis dit, non, là, il faut se poser, peut-être maintenant, c'est le moment de se poser, et on a trouvé cette ferme où on est aujourd'hui, le Bouchot. Et j'ai laissé le bateau en Amazonie, et je me suis installé en France, je me suis posé en France. Et c'est à ce moment-là que, d'abord, j'ai redécouvert quelque part la Sologne, où on est donc, où est cette ferme, et parce que j'étais plus bercé sur l'Amazonie, sur les systèmes tropicaux et équatoriaux, et en même temps, j'ai redécouvert quelque chose qui ne m'avait pas sauté aux yeux, c'est l'état de dégradation des sols en France. Hein. C'est-à-dire que l'impact de l'agriculture moderne dans les 50 dernières années fait qu'aujourd'hui, on a énormément de sols dégradés, quoi. Et qu'au fond, ma réflexion sur la conservation de la nature, elle a été de passer de dire, est-ce que, justement, pour conserver ce qui reste à conserver, on n'a pas intérêt à réhabiliter les sols? Et est-ce qu'on peut les réhabiliter les sols qui sont dégradés, pour avoir moins de pression sur ce qui reste à protéger, quoi. Et puis en même temps, pour recréer de la diversité, parce que finalement, et si on regarde à l'échelle de la planète, on a énormément de terres qui sont dégradées. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je pourrais vous les retrouver. Mais je veux dire, que ce soit la FAO, que ce soit... tout le monde dit, on a dégradé beaucoup, beaucoup de sols. Et la raison de cette dégradation, finalement, si on creuse un peu ça, c'est la disparition des arbres. C'est pas que les systèmes d'agriculture qu'on a créés, c'est qu'en fait, les arbres ont constitué les sols qui nous ont permis d'inventer l'agriculture. S'il n'y avait pas eu les arbres, on n'aurait pas l'humus dans les sols. C'est les arbres qui ont créé les conditions de vie sur la planète pour la diversité écologique, pour la complexité de la vie. C'est-à-dire que c'est les arbres et les forêts donc, qui ont créé ces sols riches
qu'on a, parce qu'un sol minéral, c'est un sol minéral. S'il n'y a pas de vie dans un sol, voilà, s'il n'y a pas d'humus, il n'y a pas de vie. Et s'il n'y a pas de vie, ben, il n'y a que du minéral. Et qui est-ce qui va recréer quelle est la plante qui peut recréer les conditions de vie, qui va fabriquer la matière organique, qui va transformer l'air en glucose grâce à la photosynthèse et nourrir toute une chaîne de vie, les bactéries, les champignons, et redonner de la vie au sol, ce sont les arbres. Et ça m'est apparu petit à petit. Bon, évidemment, à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à la permaculture. Alors j'ai commencé par planter des arbres au Bouchot, et les premiers arbres que j'ai plantés, c'est une catastrophe. Catastrophe parce que je ne m'étais pas intéressé au sol, je ne m'intéressais pas à la vie du sol. Moi, je m'occupais de la conservation des espèces, des grosses espèces, mais pas des vers de terre. Vers de terre production. C'est très bon, hein. Regardez vers de terre production. Et on s'occupait pas tellement de la vie du sol, on s'occupait de la vie des grosses espèces, et même des plus petites, hein, les chauves-souris, mais je veux dire, on mettait pas les mains dans la terre. Et c'est en mettant les mains dans la terre ici, au Bouchotte, pour planter les arbres, que je me suis rendu compte que j'étais que sur du sable, et que mes arbres fruitiers, ils étaient chétifs, et là j'ai commencé à m'intéresser à la permaculture, à étudier un peu la vie des sols, et j'ai rencontré des garçons comme Mathias par exemple, qui m'a ouvert à ce que c'est quels sont les besoins d'un arbre fruitier. Moi, je ne faisais pas la différence entre un arbre fruitier et un arbre sauvage. C'est quand j'ai commencé à comprendre qu'un arbre fruitier, c'était quand même un arbre domestique et qu'il fallait le nourrir et qu'il fallait qu'il vive dans un bon sol. C'est-à-dire, pas le nourrir directement, mais avoir un sol qui lui soit favorable, que j'ai changé ma démarche. Et au fond, maintenant, oui, c'est-à-dire que toute mon activité s'est tournée en 20 ans sur le fait d'appuyer des systèmes agroforestiers. Donc en France, plus à travers les haies, mais dans un certain nombre de pays, puisque j'ai créé avec Jacques Rocher un programme qui s'appelait au départ Plant for the Planet, qui était un programme qu'on avait créé en partenariat avec le programme des Nations Unies pour l'environnement, et qui consistait déjà à replanter des arbres dans un certain nombre de pays. Et au départ, on voulait replanter pour replanter. Et puis, d'ailleurs, avec une femme extraordinaire qui a été notre marraine, qui s'appelait Wangari Maathai, premier prix Nobel de la paix africain, qui est décédé depuis, et qui avait planté 35 millions d'arbres au Kenya, et associé la cause des femmes kenyanes à la cause des arbres. C'était très curieux et très fort. C'était une femme puissante et qui avait passé des années en prison, qui a été maltraitée parce que au Kenya, la condition des femmes est très compliquée. Et c'est elle qui nous a dit, parce qu'on s'était engagé au départ pour planter 1 million d'arbres, et elle nous a dit, mais non, c'est pas 1 million que vous avez planté, c'est des dizaines de millions. Et effectivement, maintenant, dans le cadre de ce programme, on a planté plus de 130 millions d'arbres dans 35 pays, quoi. Alors c'est pas... Moi, j'aime pas les chiffres en plus de ce côté-là, parce que ça veut rien dire, quoi. Je veux dire, tout le monde maintenant dit, je plante des millions d'arbres, écosia, machin, etc. C'est pas la question de la quantité. C'est la question d'abord, c'est pas planter des arbres pour planter des arbres, c'est faire en sorte que des populations locales adoptent des arbres. Et c'est surtout faire en sorte que ces arbres viennent en appui à des systèmes agricoles qui existent encore dans un certain nombre de pays, comme en Inde, comme en Éthiopie, comme au Togo, et que ces arbres viennent conforter l'activité agricole de ces populations et les aident aussi économiquement, je veux dire, tu vois, dans la vie de tous les jours. Et garde la fertilité des sols, protège les ressources en eau. Enfin, je veux dire, les fonctions des arbres sont multiples, hein. On va pas toutes les étaler, mais on sait très bien que les arbres aussi sont des protecteurs des sols, sont des protecteurs des ressources en eau, de la biodiversité, régulateurs du climat, etc., etc. Donc, oui, c'est d'accompagner des petits projets démonstratifs, comme ce qu'on a essayé de faire à Chambord, et pertinents, et qui vont venir véritablement, qui vont venir en aide aux populations, et recréer cette espèce de culture de l'arbre qui existait
dans nos populations anciennes et qui s'est perdu avec l'agriculture moderne. Et pour moi, aujourd'hui, hein, je veux dire, je considère que l'avenir de l'humain sur cette planète sera complètement dépendant des arbres. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Si demain on n'a plus d'arbres, l'impact d'abord, ce sera une libération de carbone considérable, etc. Ce qui continue de se produire aujourd'hui, hein, puisqu'on est encore dans un système où les arbres disparaissent par les feux, comme on l'a vu en Californie, ou en Amazonie, par exemple, l'année dernière, il y a eu, malgré les efforts faits par le gouvernement brésilien, il commence à y avoir des sécheresses en Amazonie, ce qui est assez, quand on connaît l'Amazonie, ça paraît fou, quoi. Mais non, il y a eu tellement de parties de l'Amazonie qui ont été déforestées que demain, l'Amazonie pourrait redevenir ce qu'elle a probablement été un jour, une savane arborée, mais une savane, et ne plus jouer le rôle qu'elle joue sur le plan climatique, puisqu'on sait que l'Amazonie fonctionne comme un gigantesque air conditionné sur la planète. Hein. C'est pas tant la captation du carbone. Bien sûr, il y a la captation du carbone. On disait à un moment donné, l'Amazonie, c'est le poumon de la planète. J'ai raconté moi aussi cette bêtise. Les océans sont les grands producteurs et qui stockent et qui le gaz carbonique aussi. Mais qui sont vraiment participent au climat, mais l'Amazonie, elle a sa fonction véritablement de réhumidifier les masses d'air par l'évapotranspiration et de participer au fait qu'on ait des climats chez nous qui soient habitables. Hein. En Amérique du Sud, les Indiens, puisqu'on sait maintenant qu'il y avait plusieurs millions d'Indiens qui vivaient en Amazonie, et ils avaient des systèmes agricoles. En fait, ils jardinaient la forêt. C'est-à-dire, on a cru pendant un certain temps que l'Amazonie était une forêt primaire. Les Indiens jardinaient la forêt. Et ils jardinaient la forêt, ils avaient une technique que j'ai pu observer, qu'on appelle les APT. C'est-à-dire qu'ils allaient ouvrir une clairière dans la forêt, en coupant les arbres, évidemment, en les brûlant pour libérer les minéraux, et ils allaient cultiver leurs plantes vivrières, hein, le manioc, le maïs, etc. Et au bout de 3-4 ans, quand ils avaient épuisé les ressources sur place, ils allaient migrer, parce qu'ils avaient épuisé les ressources du sol, mais aussi parce que quand on sort quelque chose du sol, à un moment donné, c'est comme un compte en banque. Si on sort de l'argent du compte en banque, à un moment donné, le compte en banque, il est vide, si on n'en remet pas. Et bien, si on remet pas, si on n'aggrade pas le sol, à un moment donné, toute la production qu'on a sortie fait qu'il n'y a plus grand-chose de disponible dans le sol. Et notamment d'humus ou de minéraux, mais particulièrement d'humus. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient à ce moment-là avant de migrer? Ils ramassaient des graines dans la forêt autour, des arbres qui étaient importants pour eux, et qui étaient des arbres qui allaient nourrir les animaux qu'ils allaient chasser, ou les arbres qui allaient leur servir au quotidien, dans leurs activités quotidiennes. Et c'est ça qu'on appelait les APT, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils recréaient des îlots de forêt dans la forêt. Et des îlots de richesse et de diversité. Et ça, c'est la technique amazonienne, mais on peut regarder en Afrique, il y a des techniques similaires qui étaient pratiquées par les gens qui habitaient en lisière ou dans la forêt, et on avait la même chose, la civilisation du Damnar en Asie du Sud-Est. Donc des gens qui jardinaient la forêt, qui cultivaient avec les arbres, ça a existé de tout temps. Donc jusqu'à cette évolution vers l'agriculture sédentaire dirigée vers les céréales. Dans l'agroforesterie, il y a plein de réalités très différentes. Si on prend par exemple l'Inde ou Madagascar ou le Togo, on va avoir déjà 3 systèmes complètement différents. Pour commencer, par exemple par Madagascar, qui est d'une grande richesse et en même temps dont toute une partie a été déforestée et qui est très compliquée. Mais par exemple, il y a ce qu'on appelle à Madagascar la forêt des girofliers. Et la forêt des girofliers, c'est sur l'est de Madagascar, sur le centre-est de Madagascar. Et là, il y a des populations qui traditionnellement cultivaient le clou de girofle, puis la vanille, puis le poivre.
Et ces trois cultures sont des cultures qui sont liées à la forêt. La vanille pousse sur les arbres, c'est une grimpante, c'est une liane, c'est une orchidée grimpante, et il lui faut un support. Et son support, c'est l'arbre. Donc, dans cette région, les gens savent que les arbres sont indispensables puisque c'est le support de leur culture. Et, et donc là, ce qu'il faut faire là, c'est plutôt aider les populations à garder leur couvert forestier. C'est-à-dire éviter que la prédation, ou la pression plutôt sur les arbres, due au fait qu'ils vont utiliser aussi les arbres pour faire du bois, pour faire des maisons, pour du bois de feu, etc., de les inciter à replanter ce qui n'était pas traditionnel. C'est-à-dire qu'ils plantaient la vanille, la girofle, le poivre, mais ils ne replantaient pas de couvert forestier. Donc là, c'est les aider à refaire du couvert forestier, à cultiver des essences qu'ils n'auraient pas cultivées sinon. Et ça a plutôt bien marché. On a fait ça pendant plusieurs années, on a continué et ça a plutôt bien fonctionné. En Inde, par exemple, ça a été plutôt de créer, presque, j'allais dire, ex nihilo, des systèmes agroforestiers. Et les Indiens sont absolument incroyables parce que, en termes de systèmes agroforestiers, ils font les choses les plus compliquées qui existent. C'est-à-dire qu'ils, très très rapidement, ils n'ont pas cette dichotomie entre économie et écologie. Ils ont une approche plus globale. Et pour eux, c'est la même chose. Et ils vont créer des systèmes dans lesquels ils vont cultiver de la banane, pour prendre comme ça de la banane, des agrumes, et en même temps des racines comme le gingembre, le curcuma, etc. Et là, comme les conditions s'y prêtent aussi, on est en zone tropicale, donc on a des pousses très très rapides, et on arrive à créer des systèmes agroforestiers qui sont vraiment rentables aussi économiquement, et qui sont d'une très grande richesse. Et en Inde, on accompagne un projet qui s'appelait Green Hands, qui s'appelle maintenant Save the Soil, parce qu'il y a la question aussi de la disparition des sols. On revient toujours à ça. Hein. Et là, c'est incroyable. On a participé à la plantation de plus de 30 millions d'arbres, et des milliers d'agriculteurs sont concernés. Il y a des formations qui sont mises en place maintenant. L'ONG avec laquelle on travaille sur place est extrêmement dynamique. En Inde, l'ONG avec laquelle on travaille fait des programmes d'éducation à destination des agriculteurs pour que justement ils se mettent à planter des arbres. Et ça fonctionne très bien. Et là, on a créé par exemple des grosses pépinières. C'est des grosses pépinières qui peuvent produire plusieurs millions d'arbres par an, et les arbres sont distribués aux agriculteurs avec un accompagnement technique. Voilà. Et ça fonctionne très bien. Et puis, dans un autre domaine, on parlait du Togo. Alors le Togo, c'est très différent, parce que le Togo, il y a eu depuis 100 ans une culture qui s'est développée, qui a été la culture du cacao. Et cette culture du cacao s'est modifiée avec le temps. C'est-à-dire qu'au départ, le cacao est une plante sous ombrage. C'est une plante forestière. Et comme nous, on est très intelligents, les petits blancs, on est arrivé en disant, attendez, on va trouver un cacao vachement mieux, un cacao qui va produire plus, et qui a été inventé par les Français, le cacao Mercedes. Ouais, magnifique. C'est comme la belle voiture, c'est le cacao belle voiture, quoi, qui va produire plus en plein soleil, donc on va pouvoir en mettre plus, il n'y aura plus d'ombrage. Et ça a très bien marché les premières années. Et puis après, ça a été une catastrophe. Parce qu'en fait, on a fait de la monoculture de cacao. Et la monoculture de cacao, d'abord les cacaos, même s'ils étaient génétiquement modifiés, à un certain moment donné, ils n'ont plus du tout aimé cette exposition solaire. Et ils ont commencé à prendre des maladies. Et voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait ? À produire moins, etc. Et surtout, ils ont appauvri les sols. Donc on a été à faire du cacao chimique, entre guillemets, quoi. Et là, auprès des populations togolaises, le travail qu'on fait, c'est de recréer des systèmes forestiers en s'appuyant sur des arbres dits fertilitaires, enfin des arbres fixateurs d'azote, en gros, et de refaire du cacao sous ombrage, avec des variétés traditionnelles, anciennes, moins productives
effectivement, que ne l'était le cacao Mercedes au départ. Donc avec des cacaos moins productifs, mais qui demandent beaucoup moins d'intrants. Et donc le rendement, mais il est meilleur. Puisque s'il y a moins de dépenses, si la production elle est moindre, il y a aussi moins de coûts. Donc ça marche bien. Et ça, c'est un programme qu'on accompagne déjà depuis plusieurs années et qu'on est en train d'augmenter parce qu'il y a un vrai besoin. D'abord, il y a une demande de cacao mondiale et il y a un vrai besoin des paysans de trouver un système qui soit économiquement viable et écologiquement aussi viable. C'est-à-dire qui ne débouche pas sur une dégradation des sols et sur de la déforestation. Et là, on fait face au Togo, que ce soit au Togo, en Côte d'Ivoire, etc., dans ces pays-là, à encore des process de déforestation. En France, on est passé d'un système agricole qui était basé sur le bocage. C'est-à-dire que finalement, jusqu'à la Révolution française, ou en tout cas, il y a eu une charnière à la Révolution française. Les agriculteurs ont été libres de faire leur culture, et c'est à partir véritablement de ce moment-là que s'est créé ce système de haies qui a créé le bocage français. Et je pense que ce bocage a eu une fonction essentielle dans le système agricole français, jusqu'à l'époque du remembrement. Et de fait, on s'en est pas rendu compte, évidemment, mais il était très fonctionnel. Le bocage, donc c'était tout un maillage de haies qui entourait des parcelles, des petites parcelles, dans lequel on faisait, on avait un système de polyculture d'élevage. C'est-à-dire qu'on avait des animaux sur ces parcelles et qu'on utilisait ensuite ces animaux pour produire du fromage, du lait, etc. Et qu'en même temps, ou de la viande, et qu'en même temps, on utilisait le fumier, les déjections animales pour enrichir les parcelles où on faisait du maraîchage. Et de fait, avec le remembrement, donc dans les années 50, on a décidé que tout ce système de petits parcellaires, c'était pas suffisant. Mais ça a été la grande force des chimistes qui ont pris possession de l'agriculture en France pendant la guerre de 40. Il faut quand même regarder les choses comme elles sont. Et qui ont dit, puisque nous, on est capable, je vais résumer violemment, de produire des produits qui peuvent tuer les gens. On peut aussi tuer les moustiques, on peut aussi tuer toutes les pragues qu'il y a dans l'agriculture. Et ça a été le grand début. On va faire de l'agriculture moderne, en plus l'arrivée du tracteur américain, plan Marshall, et il faut qu'on ait des grandes surfaces. Donc on va couper les haies, puis on va regrouper les parcelles des paysans qui étaient un peu... Alors l'idée de regrouper les parcelles, c'était intelligent. L'idée de couper des haies, ça a été la plus grosse catacombe, la plus grosse erreur qu'à mon avis on ait fait dans l'agriculture en France. C'est-à-dire qu'on a, en faisant le remembrement, depuis le remembrement, on a à peu près enlevé presque 1,5 million, 1,350 000 kilomètres de haies en France, quoi. Et donc on a créé tout d'un coup des situations où les sols peuvent être balayés par les vents, par la pluie, et où on n'a plus de production d'humus, parce que la haie produit de l'humus. Et on en revient toujours à cette question que sans humus, il n'y a pas de vie dans le sol et il n'y a pas d'agriculture. Sauf une agriculture qui est entièrement sous perfusion. J'allais dire une agriculture hospitalière, c'est-à-dire qu'on maintient les plantes sous une perfusion permanente d'intrants. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Après, comment il y a des gens qui ont été des pionniers et qui ont pris en compte le fait que, oui, sans les arbres, on avait une perdition des sols, une déperdition et une perdition des sols. Ça fait 40 ans qu'il y a eu des pionniers en agroforesterie, notamment dans la plaine de Limagne, enfin il y en a quelques-uns en France, que je connais mal, mais qui ont montré qu'on pouvait créer des systèmes agroforestiers. Et puis, il y avait quand même des endroits où le bocage est resté, notamment en Normandie, notamment en Bretagne, notamment un peu dans le sud-ouest, où il y avait des systèmes de production. La Normandie, c'était le lait, c'était le fromage, et dans le sud-ouest, c'était plutôt les oies, etc. Et donc, eux, ils avaient maintenu un certain bocage.
Et donc c'est peut-être, et c'est d'ailleurs là que c'est créé Association française d'agroforesterie dans le sud-ouest, c'est pas pour rien, parce qu'effectivement là il y avait une expérience, et on s'est rendu compte petit à petit, puis il y a des chercheurs qui se sont mis à travailler là-dessus, et qui ont se dit, mais les systèmes agroforestiers, c'est des systèmes qui fonctionnent, qui sont fonctionnels, et qui sont fonctionnels économiquement, c'est-à-dire qui sont viables. Alors, évidemment, c'est pas la même chose dans la grande culture. Ça, il faut se référer à l'expérience en Limagne, où il y a des gens qui se sont lancés dans la culture de céréales, avec un système agroforestier, mais de céréales bio, de qualité, donc avec une valorisation possible, et puis des systèmes maraîchers comme ce qui existe en Normandie, par exemple, la ferme des Ruffaux, etc., où c'est des petits systèmes, mais qui sont économiquement viables. La question, c'est, effectivement, quand on parle... Moi, je ne pense pas que la question, ce soit est-ce que l'agriculture, l'agroforesterie est viable? Oui, elle est viable. La question, c'est plutôt, quand on part de rien, c'est compliqué. Parce qu'effectivement, il y a un temps d'investissement, il y a un temps déjà de restauration. Et c'est notre expérience au Bouchotte, c'est combien de temps ça prend pour restaurer un sol qui est dégradé. Mais ça peut être très long. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Et donc, effectivement, un agriculteur qui aujourd'hui a 100 hectares de plaine déserte, et si on lui dit demain, il faut que tu passes à un système agroforestier, il dit oui, qu'en va pagar pour ce qui va payer pour ça, quoi. Parce que, oui, ça va demander le temps que les haies poussent, le temps qu'on installe tout ce système. On parle de quoi? De 5 à 10 ans. Ça ne va pas se faire comme ça. J'ai visité il n'y a pas très longtemps des gens qui font du côté du Maroilles. Le gars, il a repris ses terres il y a 20 ans, et il a tout de suite pensé planter des haies. Et maintenant, il a un système génial qui fonctionne super bien. Bon, il fait du fromage qui est maintenant AOC, super qualité, etc. Il n'y a pas un intrant dans son histoire. Et il en vit très bien. Et il a même monté une chaudière bois énergie qui fait fonctionner sur ses haies. Il a suffisamment de haies pour une année, il va couper une haie, il va produire son bois, et puis il va la laisser tranquille pendant 10 ans, et puis il va recouper une haie à côté. Mais comme il en a suffisamment, il a un système tournant, et sa chaudière, elle alimente sa fromagerie, sa maison, etc. Donc c'est viable. Mais il a fait ça il y a 20 ans. Donc il était un des précurseurs. Et tous les gars autour de lui, quand on lui a dit, je sais pas, tu vois, il y en a encore beaucoup qui hésitent, parce qu'il y a aussi l'inertie du monde agricole, l'inertie de la tradition, l'inertie de la coutume, on va dire. Donc... pour moi, j'ai pas de question sur... Il y a plein de systèmes différents qui sont adaptés à plein de variétés différentes. Si on prend le cas, par exemple, si on prend le cas dans la Drôme, où il y a cette ferme qui s'est créée, qui a créé Sébastien Blache et sa femme, qui ont créé ce mouvement Réensauvager la ferme, qui est très intéressant pour moi. C'est vraiment une expérience intéressante. Et dans cette expérience, Sébastien Blache, il est parti d'une ferme qui était traditionnelle de céréales, et il a dit, moi, je reprends cette ferme qui était la ferme de son oncle, mais lui, c'était un passionné d'oiseaux, mais moi, je veux des oiseaux chez moi, et il a commencé à planter des arbres. Il a planté des arbres, il a planté des haies, puis après il a planté des fruitiers. Et finalement, il a créé un système qui est agroforestier, dans lequel il a du fruitier, il a des pommiers, il a des figues, il a qu'est-ce qu'il a encore? Des abricots, et avec à côté des cultures maraîchères, mais lui... précise, il fait pas des carottes, des machins, il a choisi des variétés particulières, je crois qu'il a des aubergines, des courgettes, des choses qui lui conviennent, et il a un peu de céréales à côté, et il a en même temps créé tout un système de mares, de petits refuges pour la biodiversité, etc. Et c'est quelque chose qu'on étudie, qu'on accompagne d'ailleurs, et qu'on étudie parce que, en termes de biodiversité, dans le fait que c'est un système qui n'utilise aucun intrant. C'est-à-dire qu'il arrive à faire tourner son système sur lui-même, et surtout, il a le rapport entre son investissement de temps et son revenu, fait que ce gars-là, tu vas le voir, et il va passer 2 heures avec toi pour te parler de ce qu'il fait. Il a le temps, il a du temps dans sa vie, quoi. Bon. Et
ça, c'est important aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas créer des systèmes agricoles où les gens deviennent esclaves en termes de temps, d'énergie, de fatigue et d'argent, quoi. Et c'est ça un peu le problème de l'agriculture aujourd'hui, c'est qu'on veut absolument diriger l'agriculture vers des systèmes extrêmement intensifs, mais extrêmement coûteux en termes d'énergie. Et donc, le rapport si tu gagnes 300 mais que tu as 280 de dépenses, ton rapport, il est 20. Si tu gagnes 60 mais que tu as 20 de dépenses, ton rapport, il est de 40, quoi. Et je pense que les systèmes agroforestiers pourrait nous permettre d'évoluer là-dessus et que la France s'y prête assez bien parce que justement il y a des bocages différents, il y a des terroirs différents et on en est même aujourd'hui à étudier. On a fait ça dans le sud de la France de voir si on peut pas, si tu veux, mettre des arbres dans les vignes. Or, la pêche de vigne, à l'origine, elle avait sa raison d'être. C'était du temps des Romains. Et pourquoi la pêche de vigne ? C'est parce que pour diminuer l'alcool dans le vin, on protégeait un peu les vignes des rayonnements solaires, voilà. Et c'était très fonctionnel. Et on a fait ça d'ailleurs dans un vignoble dans le sud de la France où on a replanté des pêchers, des abricotiers, des figuiers, et c'est à suivre. Donc je pense qu'il y a plein d'expériences intéressantes. On en est quand même encore maintenant au début de se rendre compte des possibilités que ça offre. Et c'est vrai que c'est pas facile de dire aujourd'hui à un agriculteur, bon, tu fais ça, ça va marcher demain, et clac, clac. Non, ça va demander une période de transition, et ça demande un accompagnement. Ça demande une aide et un accompagnement pour que les jeunes générations d'agriculteurs, parce qu'on ne changera pas les vieilles générations, mais que les jeunes générations d'agriculteurs, et je sens que ça frémit, c'est en train de bouger, se rendent compte que l'arbre est leur meilleur allié, et que on peut justement combiner de la production fruitière avec du maraîchage, avec de l'élevage, y compris même donc d'arbres avec les céréales, quoi. La ferme du Bouchot, on s'y est installé avec Anne en 2002, fin 2002. Et moi, j'avais pour projet à l'époque, j'étais encore dans cette vision de conservation de la nature, d'en faire un éco-centre pour faire de la formation de naturalistes. En disant, il faut qu'on ait plus de naturalistes parce que c'est les naturalistes qui emmènent les gens dans la nature et qui leur font découvrir la nature. Donc, toujours avec l'idée de Cousteau, on ne peut pas protéger ce qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Et donc je voulais former des naturalistes, et puis le 11 septembre était passé par là, et les voyages naturalistes s'étaient un peu effondrés. Bon. Et mes deux autres collègues écologues, l'un était parti chez Cousteau d'ailleurs, et l'autre dans un institut de recherche. Et nous, on s'est installés là, et au départ, on a surtout essayé de viabiliser les bâtiments, parce que si on voulait faire recevoir du monde pour ces formations, il n'y avait que des bâtiments agricoles, qui étaient dans leur jus, c'est-à-dire que les tables étaient dans la pisse de vache, la stabulation, il y avait 40 cm de fumier, là-bas, il y avait de la fiente de poule, etc. Là-bas, c'était les thés à cochon, il y avait encore le bon. Et au départ, on a été beaucoup dans la rénovation des bâtiments. Mais dans le même temps, j'ai commencé à planter des arbres. Et en fait, en plantant des arbres fruitiers, j'avais pas donc la conscience des sols de Sologne, qui sont assez, on va dire, ingrats, au sens où il y a très peu de matière organique, et pas beaucoup d'eau disponible toute l'année. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on est dans une zone où on a un hygromorphisme saisonnier, donc beaucoup d'eau pendant l'hiver. Ce qui, au fond, bon, certains arbres, ils n'aiment pas du tout, mais généralement, ça passe. Mais c'est surtout qu'on a, après une sécheresse pendant 6 mois, et comme c'est très sableux, très percolant, etc., il n'y a plus du tout d'eau dans le sol, et les arbres en souffrent énormément. Et ça m'a pris quelques années, véritablement, pour commencer à m'intéresser à la vie du sol. Et c'est surtout quand j'ai vu que ces arbres ne poussaient pas que j'ai commencé à me dire mais ça va pas. Donc, et que j'ai commencé à étudier la permaculture, et que j'ai commencé à m'intéresser donc à
ces questions de sol, et qu'on a et que j'ai réalisé que finalement, justement, on était sur des sols extrêmement dégradés, et que donc il fallait leur redonner vie. Et puis si j'étais donc capable d'accompagner des projets à l'étranger agroforestiers, pourquoi je n'étais pas capable de redonner vie à ce sol sologno. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé, et puis je me suis intéressé à la notion des jardins-forêts comestibles, enfin, parce que ça me parlait depuis l'Amazonie, et puis les travaux de Robert Hart, etc. Donc je me dis tiens, c'est intéressant, ça m'intéresserait bien de... Et donc j'ai commencé à planter le premier jardin forêt, qu'on a appelé Nelson depuis. Et donc là, j'ai compris que ça passait par un apport de matière organique conséquent, ce qui a été le cas, puisqu'en fin de compte, le seul intrant que j'ai utilisé dans les jardins, ça a été de la matière organique brute. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis mis d'accord avec le SMITCOM, le syndicat de récupération des ordures ménagères qui ramasse les feuilles des arbres dans les différents villages d'à côté, et je me suis fait livrer des camions de feuilles. Mais quand je dis des camions de feuilles, c'était des camions de 30 mètres cubes. Et Nelson, la première année, j'ai dû en passer 5, donc 150 mètres cubes. Et c'est à partir de là que les choses ont commencé à évoluer, parce que, en fait, au fond, j'ai accéléré le process qu'il y aurait eu si on avait laissé la nature faire les choses. On aurait eu effectivement au départ des ronces, des genêts, fixateurs d'azote, et puis après on aurait eu des bouleaux, puis après les bouleaux, quand ils seraient morts, ils auraient apporté, en plus rapporté du carbone aussi, et puis après on aurait eu d'autres arbres qui seraient installés. Si la succession végétale s'était faite normalement, elle se serait peut-être faite sur 30-40 ans, et nous, moi je voulais des jardins, des arbres qui produisent au bout de 5 ans, ce qui a été le cas, mais donc en rapportant de la litière forestière quelque part. Et c'est ça qui a bien fonctionné. Et du coup, j'ai pas répliqué exactement l'expérience, mais en partant de ces enseignements-là, et de ce qui n'avait pas marché, parce qu'il y avait aussi, au début, je m'étais fait accompagner par un arboriculteur du coin qui m'a dit non, mais tu fais des trous, tu mets tes arbres, tu mets du fumier, et puis ça va marcher. Mais ça marchait que 6 mois, quoi. Je veux dire qu'il fallait recommencer chaque année, remettre le couvert. Alors qu'en fin de compte, l'idée c'était de réussir à réagrader le sol, et que cette réaggradation soit durable. Et au fond, ce qui m'intéressait derrière tout ça, c'est est-ce qu'en partant d'une terre dégradée, appauvrie, on peut recréer un système forestier productif et durable et résilient, parce qu'en plus il y a une nouvelle dimension qui vient derrière, c'est quelle est la résistance des arbres, la résilience des arbres au changement climatique. Donc ça, c'est la nouvelle problématique que j'ai intégrée dans le jardin suivant, le nouveau jardin qui fait pas loin de 5000 mètres, mais qui est un système avec beaucoup de lisières, bon, on va le découvrir, mais qui est un jardin-forêt plus grand, et qui intègre déjà le fait qu'on rapporte des essences qu'on ne trouverait pas forcément chez nous, et qui peuvent avoir un intérêt, parce que avoir, selon l'évolution du climat, qu'est-ce qui va s'adapter, qu'est-ce qui va pas s'adapter, qu'est-ce qui va... voilà. Donc c'est ça. Ces jardins sont plutôt des jardins d'expérimentation, pour montrer que finalement, en partant d'un sol très dégradé, sur le dernier jardin qui a à peine 8 ans, on voit qu'on a une végétation assez resplendissante, et que donc ça marche. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle, c'est que, bon, après ça demande du temps, pas forcément beaucoup d'argent. J'ai fait vraiment avec le matériel local, c'est-à-dire en regardant le jardin, je pourrais expliquer en détail comment on a fait, mais non, c'est des coûts mais plus que raisonnables, quoi. Parce qu'il n'y a pas d'intrants. Donc les seuls intrants qu'il y a eu, c'était des feuilles que j'ai récupérées, et des branches de bouleau que j'ai récupérées.
et puis quelques heures de mini-pelle, voilà, pour créer les buts. Et puis oui, j'ai mis un système d'arrosage, mais rudimentaire, hein, un tuyau de 50 qui fait le tour, et puis dessus des lignes de 32, et puis quelques asperceurs, mais bas de gamme. Donc non, c'est pas un jardin qui a coûté cher. On a installé mais c'est un système qui évolue en plus, puisque maintenant je m'intéresse à ce qu'on appelle la foresterie analogue. Après, il y en a qui vont parler de syntropie aussi. Mais tout ça, c'est très enchâssé, toutes ces notions-là. Elles sont très proches. On crée des concepts, mais c'est des pratiques anciennes qui sont un peu améliorées, changées ou adaptées, par exemple, parce qu'effectivement, la foresterie analogue en France, on ne connaissait pas. La syntropie, on ne connaissait pas. Mais il y avait des gens qui faisaient des choses. Toujours, dans tout domaine, il y a toujours eu des précurseurs. Pas connus, d'ailleurs. Et l'idée, là, c'est de recréer un étage supplémentaire dans ce système, avec une canopée plus haute, en fait, avec une ombre tournante, en utilisant aussi quelques arbres fertilitaires, comme le févier, par exemple, d'Amérique, ou l'acacia, à utiliser avec parcimonie, évidemment, mais très utile parce que on va avoir une ombre tournante et que ce qu'on risque d'avoir dans les années à venir, ce qu'on a vu apparaître, par exemple, dans les dernières années, on avait des coups de soleil au départ sur les fruits, maintenant on a des coups de soleil sur les écorces, avec des écorces qui explosent parce que le soleil est trop dur. Donc c'est d'avoir un peu ce qu'on a dans les systèmes tropicaux, effectivement, c'est-à-dire des arbres hauts, pas énormément, hein, il faut les doser, et qui vont offrir une ombre tournante, surtout ici en Sologne, hein, ce ne serait pas la même chose en Normandie ou ailleurs. Chaque expérience, elle est valable dans son territoire. Et ici, comme c'est très séchant, et ça peut être très chaud et très réverbérant parce qu'il y a encore du sable à côté, je pense que cette ombre tournante va être importante. Et en même temps aussi que ces arbres vont fournir de la matière organique. Et créer aussi, parce que c'est une notion qu'on oublie. Mais par exemple, si on a des arbres comme ça, ces arbres, ils font de l'évapotranspiration importante. Et donc, ils recréent un système de l'humidité dans l'atmosphère. Donc c'est très très important parce que maintenant on en est à vaporiser les arbres parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas seulement la chaleur, mais il y a le fait que par manque d'humidité, les feuilles se racornissent, les arbres souffrent énormément. Donc voilà, ce sera un système, mais ça reste un système que je partage volontiers, mais qui est un système expérimental, qui n'est pas un système de production. Ça n'est pas la vocation du Bouchot de faire de la production agricole. Moi, c'est plutôt mon terrain d'expérimentation pour ce que je fais ailleurs. En termes d'indicateurs de suivi, pour moi, c'est la santé et la productivité des arbres. Mais c'est la santé des arbres essentiellement. Alors, je ne vais pas prendre des indicateurs en termes de production, d'autant qu'ici, on est quand même dans une région complexe, hein, qui est une double frontière climatique entre le septentrional, le méditerranéen, et puis le continental et l'océanique, et que dans ce contexte de changement climatique, par exemple, on a des gelées noires qui peuvent mettre à terre une production sur une année, et peut-être sur deux même. Et donc on va voir comment ça va évoluer. Mais ça, c'est aussi, je pense que l'observation, finalement, l'ancien disait, lis les livres, observe la nature. Si les deux se contredisent, jette les livres. Il faut faire confiance à l'observation. Je veux dire que l'observation humaine, elle est très importante. Portrait de ferme, webinaire, conférences, nous faisons le maximum pour mettre à votre disposition du savoir technique gratuit. Mais pour aller plus loin, vous pouvez aussi consulter nos formations finançables Vivea, où vous retrouverez tous nos experts. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en description. Bonne vidéo. Si on veut parler du coût de ce jardin, de fait, les conditions particulières, dues notamment à un hydromorphisme important, fait qu'on a été obligé de créer un système de but. Mais dans d'autres conditions, on n'aurait pas ce système de but. Donc, dans les coûts qu'il y a eu, un des coûts, ça a été la mini-pelle pour créer les bouts. Mais en principe, on ne devrait pas avoir cette dépense de création de buts. On aurait pu faire le système à plat, si on n'avait pas cette question d'hydromorphisme temporaire.
Donc c'est ça qui a été le coût. Après, l'installation du jardin, ça a été des sions. Donc au départ, on a implanté 150 arbres fruitiers, on va dire à 10-15 € le sion. Donc ça fait à peu près 1000-1500 € d'arbres. Mais aujourd'hui, je ne referai pas les choses comme ça. Je partirai de porte-greffe à 1 € et avec des greffons, et ça coûterait beaucoup moins cher. Donc on pourrait réduire ce coût-là de l'arbre pratiquement de plus que la moitié. Je préfère nettement maintenant de travailler avec des porte-greffes vraiment. Plus on plante les arbres petits, mieux, plus on réussit son opération, en fait. C'est sûr. Après, les coûts qu'il y a eu dedans, ça a été la matière organique, elle n'a pas coûté, puisque tout le monde est à côté, pas très loin d'un Smithcom, etc. Et les gens vont jeter leurs feuilles à la déchetterie. Ben, il suffit de les récupérer, de se mettre d'accord, de les récupérer, plutôt que ça parte sur des plateformes de compostage, récupérer des feuilles, et si on a de la forêt autour, etc. Et de mettre cette matière organique. Donc après, c'est la dépose de la matière organique. Alors là, effectivement, on a travaillé avec un copain agriculteur du coin qui avait un tracteur avec une espèce de grappin et qui nous faisait des tas. Et on a étalé les tas. Bon, ça, c'est du temps. Effectivement, je dirais qu'il y a plus d'investissement en temps qu'en coût. Ce qui a coûté aussi, ça a été peut-être le PE tout autour, effectivement, puisque là, il y a une ceinture en PE, 50, avec une tranchée qu'on a fait tout autour. Et puis après, on a 4 piquages dessus et un PE de 32 qui se distribue comme ça, sur lequel on a mis... alors oui, mais là, ce n'est pas un investissement colossal. Hein. Je dirais que dans les 500 €, on fait tout ça. Hein. Mais après, ce qui est important, je pense, dans un système comme ça, c'est qu'il faut travailler par étapes. La première chose, c'est d'installer les arbres. Et ensuite, on peut commencer à installer les arbustes dessous. Et ensuite, donc les arbustes de différentes tailles. Donc là, on a beaucoup d'amélanchiers, argousiers, mais ça ne donne pas grand-chose, je trouve. Après, des mûres, des groseilles, des framboises, et des chèvrefeuilles comestibles. Et après, on s'occupe de la strate couvre-sol. Parce que si on prend le cas du lierre, et on l'a vu par exemple à Chambord, le lierre, s'il n'a pas d'ombre, il ne va pas s'installer. Donc il faut déjà qu'on ait la strate arborée qui soit installée. La première étape, ça a été de constituer les buttes. Et pour constituer ces buttes, on a utilisé donc la terre des allées, hein, qu'on a remué par-dessus, parce que ici on est dans une ancienne prairie donc sableuse. La partie de la terre qui a un peu de matière organique, puisque c'était une prairie, elle fait 10-15 cm. Donc c'est cette couche-là qu'on a utilisée, qu'on a posée par-dessus. Et dessous, on a utilisé des houppiers de bouleaux, puisque là, le voisin, il avait coupé tous ses bouleaux pour faire du bois de chauffe, et nous, il avait laissé les branches, les petites branches, les brindilles, etc. Et ça s'est décomposé pendant 6 mois. Et on a utilisé pour les mettre au sol. Et ça a été une bonne idée, en fait, une très bonne idée. J'en ai rediscuté après avec Sylvie Monnier, qui est de la mission Haies Auvergne, et Rhône-Alpes. Et donc, elle me disait, mais elle était très étonnée de la pousse des arbres, puisque ces arbres, ce jardin, il a été installé en 2016. Et donc, c'est un jeune jardin. Et en fait, les arbres ont très très bien poussé. Elle était étonnée, on me disait comment ça se fait que dans du sable tu as réussi à faire pousser les arbres. Et après, quand je lui ai raconté le process, elle m'a dit en fait ton idée de mettre du bouleau, c'était la bonne idée. Pourquoi ? Parce que le bouleau, c'est un arbre pionnier qui se décompose vite, qui accueille très vite les mycorhizes, les champignons. Et donc de fait, il a créé comme ça un réseau de champignons qui est venu s'associer aux arbres. Et ça je crois que le fait d'avoir une communauté végétale aussi, c'est très intéressant. C'est-à-dire que les arbres ne soient pas trop éloignés, qu'ils soient assez proches et qu'ils puissent fonctionner comme une société végétale, quoi. L'idée, c'était de ne pas mettre 2 arbres pour des questions justement de biodiversité et de lutte contre les maladies. C'était de ne pas avoir 2 arbres de la même essence l'un à côté de l'autre.
Donc on a toujours une alternance de pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, ça c'est la base, et avec des variétés à chaque fois, alors ça a été conçu comme ça, avec des variétés qui sont hâtives, demi-saison et tardives. Et avec donc, il y a à peu près 20 pommiers, 20 poiriers, etc. Bon. Et ensuite, on a dans les allées comme ça, intermédiaires, on a des abricotiers, des pêchers, et puis des néfliers, cognaciers, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Et puis maintenant on rajoute des arbres natchi, on rajoute pas mal de natchi, on a pas mal de natchi différents, et maintenant on rajoute des plaques miniers, des kakis, dans un système de production avec vente derrière, évidemment qu'il faudrait, ce qu'on avait fait à Chambord, faire des lignes alternées où on a du très hâtif qui est le plus proche, et puis après, plus on s'éloigne, plus on va vers le tardif. C'est ce qu'il aurait fallu faire. Ici, non, c'est pas ce. Ici, c'était plus vraiment l'idée de la diversité, et puis moi, quand j'ai un arbre dans la main, je le prends et je me dis, tiens, toi, tu vas aller là, toi, tu vas aller là. C'est plus à l'instinct que ça marche. Et il faut se faire confiance, parce qu'en fait, on a au fond, je pense qu'on a une relation profonde au végétal, mais qu'on l'a un peu enterré sous une approche par trop technique, scientifique, et qu'il faut aussi savoir revenir un peu à des bases simples. Celui-là, il est venu dans les déchets végétaux. Il y avait des châtaignes, il y avait des glands, etc. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est quand on voit ça pousse, alors qu'il est arrivé après les autres. Hein. Mais le fait qu'il n'ait pas été déplacé, qu'il se soit vraiment installé lui-même, fait qu'il a déjà une belle pousse. Parce qu'il doit avoir 3-4 ans, celui-là. Et l'idée, effectivement, celui-là, c'est de le tailler ici latéralement. Donc ça, je vais enlever ça, là, ces petites branches là, ici, sur le côté, pour qu'il monte. L'idée, c'est qu'il monte et qu'il nous fasse donc cette espèce d'ombre tournante dont je parlais. Hein. C'est l'idée voilà, d'avoir un système analogue. Pour ce qui est de l'idée du cercle, du mandala, alors ça c'est toute une histoire, si je peux dire, c'est que quand on a fait le premier jardin, je l'ai fait sous la forme d'un cercle. Pourquoi? Est-ce que c'était l'influence de ce que j'avais vu en Inde ou je sais pas. Mais ça m'est venu de faire un cercle. Et un jour, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Marc Grolimoun, qui est spécialiste des jardins mandala, et qui faisait une conférence sur les jardins mandala. Et je lui ai dit, mais alors, je crois que j'ai fait un jardin mandala, est-ce que vous voudriez bien venir voir? Bon, finalement, il est venu voir. Il m'a dit, ton truc, c'est trop grand, ça va jamais marcher. Mais finalement, ça a quand même marché, et on est devenus très copains. Et il m'a initié au jardin mandala. Et je trouve ça très intéressant, parce qu'en fait, ça crée comme une espèce de cellule végétale. Au fond, c'est une super cellule, quoi. Mais tous les arbres ils sont liés. En fait, dans la nature, on n'a jamais des lignes d'arbres. Ça n'existe pas. Mais par contre, on voit plutôt, quand on regarde un oasis, par exemple, ben c'est une cellule aussi. Et donc, du coup, ça fait une protection, ça fait un milieu protecteur, et ça fait un milieu aussi où les arbres ils peuvent communiquer entre eux assez facilement. Et je pense que c'est très fonctionnel, et c'est très agréable à travailler. C'est très agréable parce que il n'y a pas ce côté, on commence une ligne et puis on doit finir la ligne. Non, on fait un bout du mandala. Je trouve que ça contribue aussi à l'équilibre humain. C'est très curieux. C'est quelque chose de spécial. Et puis c'est beau. Et alors là, dans celui-là, on a ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des petites clairières qui nous servent. Alors, nous, ce jardin, il nous sert aussi pour accueillir des campeurs, pour accueillir des... Et donc là, du coup, ils peuvent camper dans ces petites alvéoles, et en même temps, on crée de l'effet lisière, puisque une des questions, par exemple, sous nos latitudes de ce genre de système forestier, c'est que s'il y a trop d'ombre partout, ben on ne va pas pouvoir avoir... Ici, on va planter des tomates, des poivrons, des courgettes, des aubergines. Tous ces légumes-là, on les met... Là, ils sont en lisière. D'ailleurs, la tomate est un fruit de lisière de forêt. Hein. Et là, à chaque fois, on va planter, ici, là, par exemple, sur la lisière. On fait pousser des grimpantes,
Et c'est pour ça qu'on a mis des poteaux, c'est pour les grimpantes, pour la vigne, les kiwis, les kiwai, ou la kebiakinata. Et on va rajouter maintenant des arbustes, on rajoute des arbustes, par exemple là c'est l'arbre faisan, là c'est du groseillier, ça c'est un petit chêne qu'on va laisser aller, et puis là on a rajouté, qu'est-ce qu'on a rajouté ici? Des myrtillers, et là c'est quoi déjà celle-là? C'est poivrier de Sichuan, il a l'air de reprendre, il a eu un petit année difficile, là c'est du feijoa par exemple, du Chili, il a l'air de bien partir. Donc c'est sympa. Après, des aromatiques, il faudrait qu'on en mette plus. Là, on a de la sauge, mais ça se marie très très bien avec les fruitiers, les aromatiques, je trouve. Bon, là, c'est des framboisiers. Après, on rajoute. On rajoute, tu vois, chaque année, on va mettre des plants. Là, c'est des argousiers, là-bas. Ça, c'est une zone beaucoup plus compliquée. Cette zone-là, elle est très compliquée. Et je ne sais pas pourquoi. Et cette zone-là, les fruitiers qu'on a mis, ils sont pas très bien, en dehors des pruniers. Mais on avait des poiriers, des pommiers, c'est pas joli, quoi. Ça, le poirier, là, là, on a un hatchi qui s'en est bien sorti. Et là, on a rajouté des kakis. Ici, on a ça, c'est kakis. J'en ai remis là-bas aussi. J'ai mis 8-10 kakis, différentes variétés, astringentes, non astringentes. Toujours avoir plein de variétés. Mais c'est l'idée de ce projet, c'est plutôt d'avoir de la variété. Puisqu'au fond, ici, l'intérêt pour moi, c'est d'avoir des fruits disponibles un peu toute l'année pour les gens qui passent. Être le seul à avoir osé planter des arbres fruitiers, on est vraiment dans un contexte très défavorable. Et puis, c'est plutôt rassurant, en fait. Oui, c'est plutôt rassurant parce qu'en fait on est capable de régénérer des sols très, très peu propices à l'implantation d'arbres. Pour moi c'est ça la vraie démonstration de ce... Ouais. Moi c'est ce qui m'intéresse, quoi. Et quand tu viens chez toi, je suis admiratif de ce que tu as pu faire. De ce que la nature a fait. Ouais. Parce que quand tu pars d'une prairie naturelle... L'année dernière on a eu beaucoup de pommes, pas mal de poires. Par contre, on n'a pas du tout eu pratiquement pas de prunes. Et on n'est pas, effectivement, ça c'est toute la discussion sur le fait des porte-greffes. Hein. Là, on n'est pas sur des porte-greffes nanifiants. Donc on est sur des porte-greffes vigoureux. Et donc on a une production fruitière qui va être d'une année sur l'autre très variable. C'est-à-dire qu'on va avoir, comme dans la nature, tu as les années où les pommes, elles donnent beaucoup, l'année d'après, il va faire du bois. Et voilà, ça va être comme ça. Donc, on pourrait, je pense que oui, dans un an ou deux, je commencerai à m'amuser à mesurer. Mais jusque-là, j'étais vraiment occupé parce que l'expérience que j'avais eue avec l'autre jardin, si tu veux, c'est que les conditions de la Sologne climatique sont tellement spéciales que dans l'autre jardin, j'avais cru perdre les arbres tout d'un coup, il y a 3-4 ans, quand il y a eu la grande sécheresse. Et donc là, j'étais vraiment... ma préoccupation, c'était que les arbres se portent bien et que voilà, ils résistent à ces aléas climatiques. Donc je faisais un arrosage, les premières années, je faisais un arrosage tous les 15 jours, 3 semaines, tu vois, c'est-à-dire, on va dire, 3-4 grands arrosages dans la saison vraiment sèche, mais des arrosages où on mettait beaucoup d'eau, quoi. C'est-à-dire on mettait des mètres cubes d'eau. Et de fait, ça a, je pense, obligé les arbres à aller chercher l'eau au fond. Parce que l'eau, elle descend dans ces sols-là, elle ne reste pas. Et donc, du coup, ils vont être obligés d'aller la chercher, quoi. Et je pense que ça a beaucoup contribué à ce que les arbres soient plus résilients. C'est une discussion que j'avais avec des maraîchers, c'est que si tu as du maraîchage très près de tes arbres fruitiers et que tu arroses très souvent, les arbres ils vont devenir fainéants. Les racines vont rester en surface. Et donc, le moindre coup de chaleur ou de sécheresse, les arbres ils vont décaniller parce qu'ils n'auront plus d'eau. Ils auront toutes leurs racines en surface et ils n'auront plus d'eau. Alors que là, on a obligé les arbres à aller chercher l'eau au fond. Et les petits arbres nouveaux qu'on a plantés, on va les arroser parce que les 2-3 premières années, c'est toujours la même chose. Il faut un peu les biberonner, quoi. Mais après, non, il faut qu'ils se tiennent tout seuls. On avait 6 espèces d'oiseaux quand on est arrivé, et le dernier comptage qu'on a fait avec une ornitho, c'était 44 espèces d'oiseaux.
Donc c'est en termes d'oiseaux déjà, ça veut dire que tu as une très très belle diversité pour un endroit, tu vois, où tu as autour beaucoup de forêts de résineux, enfin des forêts qui sont pas très très riches, quoi. Donc c'est quand même assez extraordinaire. On a maintenant une colonie de chauves-souris d'ailleurs qui s'est installée derrière là ici. Il faut qu'on leur fasse des nichoirs pour qu'elles sortent du zone. Et une belle colonie, alors qu'il n'y en avait que 2 quand on était là au départ. Voilà. Après, c'est un très bon indicateur de l'état de santé de l'environnement, la chauve-souris. Si tu rajoutes de la biodiversité sur un milieu agricole, ben, tu lui crées de la résilience, quoi. Et si tu crées de la résilience, ça veut dire qu'à terme, oui, il y aura moins. Au départ, il y a plus d'entretien, mais à terme, tu auras moins d'entretien. Les choses vont se passer plus naturellement, quoi. Ce prunier-là, il est capable de produire 20-25 kg de prunes. Voilà. Et puis, voilà, c'est qu'est-ce que tu as derrière là? Ça, c'est pas du Nachi, celui-là? C'est du Nachi. Bon, il a un peu plus de mal, j'ai l'impression, lui. Mais oui. Il est capable de porter 10 kg, mais il est loin d'être en pleine production. Non, mais là, c'est parce que ici, c'est la zone. C'est pareil. Et puis tes pommiers, ils sont à 40-50 kg. Ils peuvent même certains plus que ça. Et je parle d'une moyenne. Ouais. Cette année, tu as dû... on a eu beaucoup. Oui, on n'est pas en pleine production, mais tu peux porter fois 150 arbres. C'est... entre 20 et 50 kg par arbre, suivant les essences. Ici, les légumes qu'on produit basiquement, c'est les légumes fruits. D'ailleurs, c'est peut-être rapport aux arbres. Tomates, poivrons, aubergines, courgettes, potirons, etc. Bon, en tomates, on a 40 variétés de tomates. On se suffit tout l'été et en s'amusant avec les goûts. C'est vachement sympa. Les aubergines, c'est plus compliqué. Ça dépend d'une année à l'autre. Les courgettes, on produit ce dont on a besoin. Bon, les potirons, cette année, ça a été complètement raté. Ça, c'était une année mauvaise pour les potirons, mais oui, dans tous ces légumes-là, on a notre autosuffisance. Et dans un pays, dans un endroit comme la Sologne, qui n'est pas dédié à l'arboriculture quand même, ben on arrive à créer un écosystème productif et résilient, quoi. Oui. Voilà.